Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende de Rao qui ressort chez Crunchyroll demain et qui ressort dans une édition plus grosse, augmentée. Pense pas vraiment qu'on puisse dire collector ou ultimate ou je sais pas quoi. Mais on va en parler. On va en parler. La légende de Rao chez Crunchyroll, ça sort donc demain et on en parle tout de suite. Sur une terre dévastée, l'école du Hokuto Shinken est à l'apogée de sa puissance. Confiant en la force qu'il a reçue du ciel, un homme avance droit devant lui sans jamais laisser le moindre regret infléchir sa volonté. Son nom est Rao. Découvrez la jeunesse de Rao et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le plus grand conquérant de l'histoire du Hokuto. Eh bien ça, les enfants, c'est le synopsis que nous est proposé par Crunchyroll pour la légende de Rao. Mais la légende de Rao, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un spin-off de Hokuto no Ken, donc le légendaire manga de Tetsuhara et Buranson, qui était sorti dans les années 80 et qui a été réédité plusieurs fois en France, comme on l'a vu dans la précédente vidéo que j'avais fait, par exemple. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la légende de Rao, donc c'est un spin-off en 5 tomes à la base, qui sort en 2008 pour les 25 ans de la licence, en fait. Qui est en lien aussi pas mal avec les films qui avaient été faits à cette époque, les films animés bien entendu, et les spin-offs également, puisque le manga a été adapté aussi en mini-série animée. Le but de tout ça, c'est de nous montrer Rao en fait, de nous montrer les événements d'Hokuto no Ken du point de vue de Rao surtout, en ajoutant notamment les personnages de Reina et de Soga, pardon. C'est des ajouts très intéressants, je trouve, même si le fait de lui ajouter en quelque sorte des amis d'enfance, bah, ça, pour moi, ça casse un tout petit peu le personnage qu'on avait dans le manga Hokuto no Ken, que je voyais vraiment tout seul en fait. Et le fait qu'il soit tout seul, pour moi, était un peu sa tragédie. Et je trouve que le fait de lui donner des amis d'enfance, certes, c'est dans le but de montrer qu'il a un cœur quand même, finalement. Mais je trouve que ça atténue un petit peu le personnage et du coup, ça le rend encore plus peut-être pas encore plus méchant, mais moi, Rao, déjà de base, je sais que c'est un peu à contre-courant des fans de Hokuto no Ken. Rao, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Alors, ok, il a énormément de charisme, etc. C'est un excellent personnage, hein, ça, c'est pas à remettre en question. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse aimer ce personnage à ce point et, et qu'on puisse l'admirer, en fait, à ce point surtout. Parce qu'on peut l'aimer, parce que c'est un très très bon antagoniste, etc. Mais pour moi, ça reste quand même un gros fils de pute, faut le dire, hein. C'est un conquérant, c'est un dictateur. Petit spoiler alerte, si vous n'êtes pas rendu là, c'est le mec qui va buter Ray dans d'atroces souffrances quand même, etc. Alors oui, il a un cœur, etc. Oui, derrière le conquérant impitoyable, il y a un homme qui souffre. Mais voilà, je trouve que lui donner des amis, du coup, dans ce contexte, c'est à la fois bien parce que ça explique du lore qu'il manquait dans le manga de base, et en même temps, je trouve que ça atténue un petit peu le personnage. Et autre point, je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs que Crunchyroll sorte ce spin-off là maintenant, alors qu'on en est qu'au tome 4 là, de la réédition de Hokuto no Ken. J'aurais préféré qu'ils attendent quand même soit la fin, soit un petit peu après quand on entrera dans la partie de l'arc de Showa, parce que mine de rien, ça va spoiler un petit peu le reste de la série en termes de ses origines, etc. etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, à la base, Hokuto no Ken, la légende de Rao, donc, a été publié une première fois en France en 2008 par Azuka. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était en 5 tomes à l'époque. Et au final, quand on prend le tome qui est réédité aujourd'hui par Crunchyroll, donc Azuka qui est devenu Kaze et Kaze donc, qui a été rajouté par Crunchyroll, hein. Donc quand on prend les deux tomes côte à côte, bah, vous voyez que c'est exactement la même taille en fait. Donc le même format. À l'intérieur, c'est vraiment le manga brut. Il n'y a pas de page en couleur, pas de page en papier glacé un petit peu. Donc c'est vrai que pour le prix, Crunchyroll c'est vraiment pas fait chier en fait, hein, il faut le dire. Là, ce qu'on a dans ce tome 1, donc à la différence de 2008, donc qui était en 5 tomes, là ça sera en seulement 3 tomes. Et ce tome 1 reprend le tome 1
de l'édition basique, plus la moitié du tome 2 à peu près, parce que ça s'arrête à la page 96 du tome 2, là j'ai regardé tout à l'heure. Donc voilà, même format, un peu plus de pages évidemment, puisque c'est une série en 5 tomes condensée en 3 tomes, mais pas d'effort particulier, il y a juste vraiment la cover qui change, hein, une cover un peu plus minimaliste, peut-être un peu plus moderne, je sais pas. Moi j'ai préférence quand même j'ai tendance plutôt à préférer les covers des 5 premiers. Bon, après voilà, ça reste dans la charte graphique en fait de ce qu'ils ont fait pour Hokuto no Ken, qui est donc aligné sur l'édition japonaise, hein, l'édition ultime japonaise. Donc pourquoi pas. Donc que ça soit sur la cover ou même sur la tranche, hein, vous voyez, c'est le même format que Hokuto no Ken, avec le même lettrage, etc. Donc de ce côté-là, dans une bibliothèque, ça rentre plutôt bien. Après, toujours pour comparer avec, avec l'édition d'Azuka de 2008, donc il y a 15 ans déjà. À la traduction, on retrouve la même personne, hein, Julien Pouly, et au final on retrouve une traduction qui a quand même été modifiée, hein, comme vous pouvez voir par exemple ici, mais qui reste essentiellement, essentiellement la même en fait. Hein, le sens ne change pas réellement, c'est voilà, plus la tournure des phrases qui va être peut-être un peu plus ajustée. Donc là sur l'image, à droite, vous avez donc la version d'Azuka et à gauche la version de Crunchyroll. Voilà, donc vous voyez, ça change pas énormément, énormément le sens. Après, niveau qualité de papier, ce qu'on peut ajouter, c'est que quand même, je trouve la qualité de papier là, de Crunchyroll meilleure que ce qui avait été fait sur Azuka à l'époque. Alors après, c'est pas non plus une qualité de papier incroyable, hein, surtout pour 15 euros. Mais bon, c'est déjà un petit peu moins transparent. De là à dire que c'est meilleur que sur Hokuto no Ken, peut-être pas. Mais ça doit être à peu près équivalent, je pense. Après, ce qui change avec l'édition d'Hokuto no Ken, ça va être la cover, la texture de la cover, qui est un peu plus lisse, mais qui m'a l'air un peu plus quand même solide. Contrairement à Hokuto no Ken, qui est un petit peu granuleuse, on va dire, au toucher, et qui peut paraître un peu plus fragile. Sinon, en termes de dessin, donc là, la légende de Rao, ça a été confié à l'époque à Yuko Osada. Et bon, au niveau du scénario, c'est toujours supervisé par Tetsuhara Eboranson. Mais au niveau dessin, c'est vrai que quand on est habitué au Kutonoken, là on passe quand même sur vraiment un autre style. Bon, personnellement, c'est pas un style que j'aime beaucoup. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que c'est moche, hein, bien entendu, c'est juste que voilà, c'est un style qui est un peu plus dans le style des mangaka en fait de cette époque, hein, 2000-2010. Un style peut-être un peu plus épuré, moins détaillé comme peut l'être le trait de Hara, mais après le trait de Hara est tellement magnifique et que c'est compliqué à comparer avec d'autres. Donc voilà, après moi personnellement en termes de spin-off, je préfère largement celui sur Toki de Yuka Nagate, et qui a un trait vraiment magnifique je trouve. Et même l'histoire était beaucoup plus intéressante. Yuka Nagate que vous pouvez aussi retrouver chez Mangetsu, notamment avec les deux excellentes séries Butterfly Beast 1 et 2, et Mangetsu donc, qui fait également Soten no Ken, la préquelle de Hokuto no Ken. Alors, est-ce que cette édition de la Légende de Rao par Crunchyroll vaut le coup? Euh, j'ai envie de vous dire oui, si vous n'avez pas les éditions d'Azuka, qui avaient donc été sorties en 2008, au sens où, en termes de taille, on est exactement sur la même chose, hein, comme on a pu le voir. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver du coup la même charte graphique que sur l'édition d'Hokuto no Ken. Après, si vous avez déjà les éditions d'Azuka, non, c'est pas vraiment intéressant. Vous avez déjà l'essentiel, c'est la même taille. À la limite, la qualité du papier est meilleure dans celle-ci. Il y a une nouvelle traduction. Pour ceux, par contre, qui ne l'ont pas, oui, c'est intéressant, parce que du coup, c'est réédité en 3 tomes. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a l'équivalent d'un tome et demi. Donc, en 3 tomes, ça reste vite fait. Est-ce que ça vaut 15 euros? Peut-être pas. Pour un tome et demi, je pense qu'on aurait pu être plus facilement allez, 10-12 euros au maximum, quoi. 15 euros, ça fait quand même un petit peu cher, sachant que voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment le manga brut, quoi. Il y a pas de page couleur ou de page en papier glacé, etc. Donc pour 15 euros, c'est quand même un petit peu dommage.
Après, voilà, l'édition d'Azuka date de 2008, elle est pas forcément simple à trouver en occasion, donc c'était bien qu'ils la ressortent. J'espère qu'ils ressortiront surtout le manga sur Toki, qui pour moi est beaucoup plus qualitatif en termes d'histoire et surtout en termes de dessin. Mais après, ça c'est une appréciation totalement personnelle. Donc voilà, si vous avez déjà l'édition d'Azuka, bah non, c'est pas forcément nécessaire de la racheter, à moins que vous soyez collectionneur comme moi. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez découvrir la légende de Rao, oui, là, du coup, c'est très intéressant. Voilà ce qu'on peut en dire. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023 et à la prochaine.